discrimination. Je pense que juridiquement, une discrimination résulte de deux situations. Lorsqu'on applique une même règle à des situations différentes, lorsque face à des situations différentes, on applique des règles différentes. Dans le cas d'espèce, nous avons une loi qui crée 19 régions, de Bamako, et la loi suivante, on règle le problème de quelques régions et le reste des régions sont laissés de côté. Si on veut être beaucoup plus précis, c'est tout simplement du séparatisme consacré juridiquement. On doit régler, ce que précise d'abord, on doit régler le sort de l'ensemble des 19 régions de la même manière. Voici un peu le point de départ. La mission de la transition, dans les feuilles de route issues de la concertation de 2020, je pense que le mot est très important, c'était justement de parachever cette réorganisation. Comme je dis, les régions ont été créées. Si les régions ont été créées, c'est vrai qu'on a 19 régions. Tant qu'on ne détermine pas les cercles et les arrondissements, donc les circonscriptions administratives de ces régions, il est impossible de les rendre opérationnelles. Donc, nous, justement, la mission, qui a toujours été la mission de la transition, de parachever la réorganisation territoriale qui a commencé en 2012. Donc, vous comprendrez qu'en jusqu'en 2022, il y avait une paralysie faite. On avait des régions qui avaient été créées juridiquement, mais sur le plan pratique, ces régions n'étaient pas opérationnelles. De manière encore beaucoup plus précise, sur le plan administratif, je suis mal placé, bien entendu, pour donner ici un cours de décret administratif pour un après-midi. On sait que lorsqu'on nomme le cadre, il y a forcément les compétences qui jouent, la notion de compétences. Compétences de lieu, de compétences d'attribution, de compétences de temps. Pour ne pas les reprendre, bien entendu, en latin. Je crois que les juristes ici qui sont dans cette salle comprendront parfaitement de quoi je parle. Donc vous imaginez un pays dans lequel les régions sont créées, donc juridiquement, mais matériellement, il est impossible de les représenter et de les visualiser. Donc, le problème de carte se pose forcément, et même le problème là même les aspects de compétence, le problème juridique. Je donne un exemple. Jusqu'en 2023, le 13 mars 2023, date à laquelle ces lois ont été, donc les nouvelles lois ont été promulguées par le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, forcément, pendant tout ce temps, c'était impossible, comme je l'ai dit, de déterminer avec exactitude ces nouvelles régions. Quand vous prenez la région de Koukou, on sait que sur le plan juridique, vous mettez une région. À partir du moment où on ne peut pas déterminer les cercles et les arrondissements de Koukou, donc forcément, il est impossible, disons, diminuer les activités. Mais je pense que quelque part, ça peut même poser et surtout mettre en danger les actes administratifs ou juridiques, disons, adoptés par les différentes autorités. Je vous donne un exemple. S'il y a un gouverneur, vous avez un gouverneur de la Sigasso, vous imaginez un peu à quel sein devra s'ouvrir le citoyen. En plus, comme je l'ai dit, également, de manière très effective, il n'était pas encore une région. Et c'est valable, bien entendu, pour l'ensemble des régions. Donc voilà un peu pas toute la difficulté qu'on avait. Mais même sur le plan du symbole, on parle de souveraineté, c'est très important. Il faudrait quand même dire que en 2012 jusqu'en 2023, on était pratiquement le seul pays au monde, personnellement, je n'en connais pas deux, qui ne connaissaient pas ces frontières extérieures. Parce que lorsqu'on crée un pays, on est supposé connaître à la fois ses frontières extérieures, donc les limites que nous avons avec les pays voisins, que nous connaissons, c'est ces pays, également les possibilités pour nous de connaître nos frontières extérieures. Tant qu'on ne détermine pas les cercles des arrondissements de ces nouvelles régions, il était pour nous impossible de connaître nos frontières intérieures. Donc, en termes de symbole et d'image, pour le pays, je pense que honnêtement, on n'était pas du tout du bon côté. Dieu merci, depuis le 13 mars 2023, suite à la promulgation d'un ensemble de lois par le chef de l'État, c'est vraiment des mauvais souvenirs. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 19 régions, le district de Bamako, 159 cercles, 481 arrondissements, 115 communes, et 631 villages, fractions des quartiers. Voici un peu ce que représente le Mali aujourd'hui. Vous comprendrez l'effort qui a été fourni. Nous avons trouvé un dossier sur la table. C'était un dossier extrêmement passionnel, de coupage administratif. Les régions créées en 2012, jusqu'en 2022, le travail n'était pas achevé. Donc notre mission, c'était de le parachever. Je pense que depuis le début de la transition de 2022 jusqu'au 13 mars 2023, comme nous avons tenté autant que faire de nous évertuer à sortir notre pays du
accepté de porter la responsabilité de promulguer ces lois, mais qui nous a également permis vraiment de sortir notre pays d'une situation bien concrue. Je dis, on était le seul au monde qui ne connaissait pas ses frontières intérieures. Je dois également saluer l'effort et la détermination du Conseil national de transition, en particulier la Commission d'administration territoriale, qui a battu un travail colossal. Évidemment, en le faisant, nous avons essayé de déterminer un certain nombre de critères. Ce n'est pas par passion, des critères de viabilité, des critères de population superficie, également des critères de compensation. Il faut le dire. La compensation, pour quelle raison? Je pense que c'était pratiquement le seul critère, le nouveau critère. Quand vous regardez, c'est-à-dire que dans la création de ces nouvelles régions, donc on avait 8 régions, pratiquement, toutes les régions ont été scindées en 2 ou en 3 pour créer les nouvelles régions, sauf une seule région qui est la région de Kidal. Donc il faut trouver un moyen de compenser cela, et je pense que nous avons tenté de le faire. Mais il faut aussi le dire, parce que quand on parle de souveraineté, il y a quelque part les droits et les responsabilités. Si on avait un choix à faire, je pense que ça a été, je me dis, comme je n'ai pas en tant que ministre, ne commencez pas non plus pour jeter l'eau pour ceux qui vont que ce soit, mais je pense que c'est dangereux d'impliquer les populations dans les questions du découpage administratif. Parce qu'on n'a jamais demandé à quelqu'un, ici au Mali, savoir si Gao devrait être une région. Personne n'aura à l'esprit d'aller voir le chef d'état-major général des armées ou le ministre de la Défense pour savoir si tel ou tel emploi de notre pays doit être une région militaire. En fait, c'est l'autorité qui estime, en vue de justement de renforcer le maillage, donc rapprocher l'administration des usagers, qui fait un découpage. Mais comme je dis, on a trouvé un processus hautement passionnel sur la table. En 2018, c'est ce qu'on appelle de concertation. Vous imaginez, si vous partez, vous me demandez, bon, je suis originaire de Taoussa, si vous me posez la question, si Taoussa doit être un cercle d'une région, je vous dirais, mais Taoussa doit être une région, c'est tout à fait normal. C'est un peu souvent le danger, peut-être de tout simplement essayer de ne pas faire les choses de manière orthodoxe. Je ne dis pas qu'il ne faut pas impliquer les populations dans la prise de décision. Ce que je dis, c'est toujours dangereux d'impliquer les populations dans les questions de découpage administratif. Je ne parle pas de création de communes. Quand on parle de communes, c'est une collectivité territoriale, forcément des villages peuvent décider de se mettre ensemble pour constituer une commune. Là, on parle d'administration. Quand on parle d'administration, ce qui compte, la prise en compte de l'intérêt général, ce n'est pas du tout la sommation des intérêts particuliers. Voilà un peu ce sur quoi je voulais insister. Donc, comme je dis, il y a des critères, mais il y a aussi des défis. Vous vous souviendrez que j'ai évoqué la variation. Quand on passe de 8 à 19 régions, on ne peut pas imaginer vraiment toutes les sueurs froides que nous avons eues avec le ministre de l'économie et des finances pour nous procès. Quand on crée forcément des régions, comme je dis, nous avons évité une situation. On ne peut pas revenir en arrière, ça n'a pas de sens. Vous imaginez sortir et dire aux populations, on va revenir sur le secteur de 2012 qui crée une nouvelle région. De toute façon, bien sûr, on ne nous a pas suivi. Qu'est-ce qu'on a fait? La première chose, en tout cas la première mesure, nous avons essayé de limiter les dégâts. Limiter les dégâts, nous avons supprimé la collectivité cercle. Dans notre pays, on avait 3 niveaux de collectivité, commune, les cercles et les régions. Donc, nous avons supprimé un niveau de collectivité cercle, justement, essayer de réduire un peu les dépenses. L'autre aspect que nous avons essayé de faire, dans le cadre de, donc, cette fois-ci, d'assumer la puissance et l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, et parler ici tantôt de la perte de plus de la moitié de notre territoire national, donc forcément, parmi les missions, en tout cas de la transition, aussi bien dans les feuilles de route que dans le programme d'action gouvernementale, cette fois-ci, il fallait envisager le retour de l'administration et des services sociaux de base. Pour le faire, il n'y avait pas on n'avait pas assez d'alternatives, pour être honnête avec vous. Pour la simple raison qu'il fallait maintenant trouver des hommes, créer des régions, des cercles, bien entendu, juridiquement, tout ce qui existe, comment les animer. Si on veut suivre la procédure normale de nomination de sous-préfet ou de préfet, le nombre de sous-préfets que nous avons par an, donc des sortants de l'INA, je pense que c'est rarement 20. Ça, c'est pour être juré. Vous imaginez, ce rythme, forcément, il aurait été impossible pour nous d'occuper cet espace.
sans la présence de l'administration des représentants de l'État sur le terrain, vous pouvez être sûr qu'aucune autre activité gouvernementale ne sera possible. Je crois qu'il relève du ministère de l'administration, bien entendu la tutelle. Je pense que la mission du représentant de l'État, c'est de représenter effectivement l'ensemble des membres du gouvernement. Donc lorsqu'un représentant de l'État est sur le terrain, vous pouvez être sûr qu'il a à la disposition, bien entendu, l'ensemble des membres du gouvernement. La solution pour laquelle nous avons opté, bien entendu, c'était de trouver un ministre Yvandi avec les forces de défense et de sécurité, bien entendu, sous le leadership du chef de l'État. C'est la raison pour laquelle nous avons opéré une vaste nomination de représentants de l'État. On voit un peu dans les décisions du Conseil des ministres, je n'ai pas suffi à chaque fois de voir des centaines et des centaines de militaires et de policiers qui sont nommés comme représentants de l'État. C'est justement pour éviter le vide. Comme je dis, nous sommes sortis d'une situation incongrue. Aujourd'hui, juridiquement, toutes les régions sont opérationnelles, mais le troisième paramètre, il faut les occuper. Et dans cette occupation, comme je l'ai dit, on ne peut pas compter que sur les représentants de l'État et l'administrateur civil. Il faut trouver une autre solution qui a été de nommer massivement des membres, éléments issus des forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, c'est une réalité. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, les postes, plus de postes vacants, donc les représentants de l'État sont nommés sur l'ensemble du territoire national, dans tous les arrondissements. L'autre aspect pour pallier justement aux difficultés, contre le manque de moyens, suite à l'insécurité, malheureusement, les représentants de l'État ont été à participer par les groupes terroristes. Malheureusement, à beaucoup d'endroits, les infrastructures ont été détruites par les groupes terroristes. La solution pour laquelle nous avons opté, c'est de permettre aux représentants de l'État, en particulier les éléments des forces de défense et de sécurité, d'être hébergés dans des positions performantes et de continuer à exercer, bien entendu, le rôle de représentant de l'État dans ces positions. C'est un peu pour résumer l'aspect territoire. Comme je dis, je me réfère toujours aux différentes composantes d'un État, territoire, population, organisation administrative et juridique. Quand je passerai bien entendu votre commission, la deuxième partie de cette présentation, la population. Pour amener 5 minutes. Bon, la population, très rapidement, je pense que nous avons tous suivi la prise en otage de notre base de données avec. Je pense qu'aujourd'hui, nous en sommes sortis. Nous avons notre propre système de données, le système Malucro, donc il n'y a plus de prise d'otage, on comprendrait bien entendu. C'est lorsqu'on, ça peut arriver, on peut se tromper de bonne foi. Le système qu'on avait, malheureusement, on ne le contrôlait pas. Il y avait un système, on n'avait pas les clés d'accès, donc forcément, c'est d'autres partenaires qui contrôlaient notre base de données population. Si vous regardez un peu le paramétrage des informations qu'on a dans la base de données avec, on a le nom, bien entendu, le nom de l'individu, sa date de naissance, on a le nom de ses deux parents, de son père et de sa mère. Vous imaginez un peu, lorsque toutes ces informations sont contrôlées par un partenaire étranger au XXIe siècle, dans une vraiment face à la guerre de l'information, vous imaginez un peu en termes de souveraineté, donc forcément, nous avons pris un coup de pression. Je pense qu'aujourd'hui, comme je dis, nous avons notre propre système que nous contrôlons entièrement. Dernière présentation, je parle de partie de ma présentation, nous allons venir dans les 5 minutes, ça c'est l'aspect population, organisation politique et administrative. On dit on est toujours dans les 3 composantes de l'État, territoire, la population, j'en ai parlé, il reste l'organisation administrative et juridique, c'est tout simplement la valorisation d'une légitimité traditionnelle. Aujourd'hui, nous avons les chefs du village, de fraction et du quartier, qui sont d'abord consacrés dans notre constitution, bien entendu, évidemment valorisés, mais plus complètement sur le terrain, vous vous souviendrez que le chef de l'État, en juillet 2022, a décidé de remettre et des insignes, bien entendu des attestations. Ce travail est en cours. Le 11 novembre, depuis 11 novembre 2023, il y a cette journée décrétée comme journée de légitimité traditionnelle. Donc cette valorisation permet de renforcer l'État. Là où il n'y a pas de représentant de l'État, on a toujours la chance d'avoir un chef de village de façon démocratique qui constitue toujours des relais des représentants de l'État qui sont chargés, comme les représentants de l'État, de veiller à l'application de loi et jouer un rôle éminemment important en matière d'ordre public. Bien entendu, c'est également le pouvoir entre l'administration et les populations. Merci de votre très aimable attention.